Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 127 de Dragon Ball Super. Et on peut dire que dans cet épisode-là, il s'en est passé des choses, vraiment beaucoup, même si sa première moitié d'épisode était assez pauvre. Mais avant de vous parler de tout ça, j'ai vraiment besoin de vous dire une chose, et restez bien, ne zappez pas ce passage-là, je sais qu'il y en a qui zappent direct. C'est tout simplement vous remercier, parce que cette nuit, c'était à peu près 4-5 heures du matin, une de mes vidéos est passée en tendance YouTube FR, pas dans une section, vous savez, il y a des sections, je crois, du genre YouTube Gaming, etc. Là, j'étais vraiment en tendance globale, quoi. Je vous affiche le screen, c'était avec cette vidéo-là. J'étais 50e au niveau des tendances, mais pour moi, être dernier des tendances, c'est juste magnifique, voilà, ça reste quand même les tendances. C'est uniquement et totalement grâce à vous, grâce à vos soutiens, et c'est pour ça que, en fin de chacune de mes vidéos, je vous répète que c'est super important d'avoir vos likes, vos pouces bleus, vos j'aime, vous appelez ça comme vous voulez, parce que c'est par ce genre de choses que mes vidéos, ensuite, elles arrivent dans les tendances ou qu'elles sont beaucoup plus suggérées et que ma chaîne YouTube peut progresser, ça passe par vous. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent que il fait du bon contenu, il va percer, mais non, sans vous, ça perce pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc un énorme merci à vous, je vous suis extrêmement reconnaissant, je suis super heureux, tellement content que j'ai pris les screenshots pour immortaliser le truc. Bien sûr, je n'y suis pas resté longtemps, je pense que si vous allez voir la vidéo maintenant, elle n'est plus en tendance. En même temps, le but des tendances, c'est que ça évolue souvent. C'était un bref passage, mais j'en suis extrêmement heureux, et encore une fois, merci. Alors, cet épisode 127, bien sûr c'est 17, l'humain artificiel numéro 17, Lapi de son vrai prénom, comme l'avait dit Toriyama dans une interview, a été le grand héros de cet épisode et du tournoi du pouvoir. Et je suis très content récemment d'avoir pu vous proposer ma vidéo sur C17, le meilleur combattant du tournoi du pouvoir. Et là, je peux vraiment vous dire que peu importe ce qui se passera à la suite, C17 mérite cette médaille. Et bien sûr, de l'autre côté de l'épisode, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, une partie de l'histoire de fond de Jiren, et ça aussi c'était super cool et intéressant. Et je le dis direct en début de vidéo, le vœu de Jiren n'a pas été révélé. Alors je sens déjà que va y avoir des rumeurs qui vont tourner, j'ai l'habitude maintenant, hein, ça fait bientôt 2 ans que je suis sur YouTube. Je commence un petit peu à comprendre comment ça marche. Dès qu'il y a la moitié d'une information, il y a des gens qui s'amusent à faire croire que l'information a été donnée alors que c'est que des conneries. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont se faire avoir et y croire. Et moi, malheureusement, j'ai pas la notoriété, ou ce qu'il faut en tout cas, pour pouvoir être considéré par absolument tout le monde comme une source de confiance. Alors vous qui êtes abonnés, vous me faites confiance et je vous en remercie. Mais les personnes qui me connaissent pas et pas sur ma chaîne vont se dire non, moi j'ai vu que le vœu de Jiren était révélé ailleurs, je vais pas croire cet abruti là, qu'est-ce qu'il raconte? Sauf que non, vous me connaissez peut-être pas, vous découvrez peut-être ma chaîne et je vous salue, mais le vœu de Jiren n'a pas été révélé cette nuit. Peut-être en partie, peut-être des indices, c'est même sûr et certain, mais le vœu de Jiren n'a pas été donné, et on va s'en parler plus tard dans cette review. Alors, le début d'épisode, tout simplement à la suite directe de l'épisode précédent, un Jiren qui power-up comme un malade. Jiren a bel et bien plusieurs auras, moi personnellement j'en vois toujours 4, regardez, juste autour de lui ça l'entoure, encore autour de lui une aura, encore autour de lui une autre aura, et encore autour c'est violacé. Alors bon, mais dans tous les cas il a plusieurs auras, c'est vraiment un truc de fou, et c'était un petit peu dommage, mais je pense que c'était plutôt difficile à faire en termes d'animation, que Jiren une fois retombé au sol a perdu l'aura. J'aurais adoré voir Jiren se battre avec tout ça autour de lui, ça aurait été classe de le voir avec cette espèce de lave, là, vous voyez, ça aurait été formidable. Sinon, la première moitié d'épisode, et c'est pour ça que cet épisode-là, je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur épisode du tournoi ou de Dragon Ball Super, parce que la première moitié de l'épisode, bon, c'était de la belle action, mais c'était pas non plus une première moitié exceptionnelle. Pour pouvoir déclarer qu'un épisode est le meilleur épisode, il faut que l'épisode soit réussi du début à la fin. Il faut pas que la première moitié ait été quasi inutile et que la deuxième moitié nous ait apporté tout. Vous voyez, il faut que ça soit équilibré aussi, il faut que ça soit bien dosé et balancé. Et là, ça n'était pas le cas. Donc oui, dans la première partie d'épisode, il y a eu quelques bizarreries, comme Vegeta, soi-disant qu'il n'avait plus d'énergie, et qui 30 secondes plus tard, repasse dans sa forme bleue avec les pupilles. À la limite, si Vegeta nous avait sorti un Super Saiyan de niveau 1, voire 2, tu vois, je me serais dit c'est la fierté, etc. Mais là, repasser dans de tels pouvoirs, alors oui, d'accord, on a vu Vegeta souffler, être essoufflé, tout ça durant le combat, mais ça ne suffit pas à mes yeux. D'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais si vous avez vu la preview du 128, l'état dans lequel se trouve Vegeta quand il se bat est nettement plus correct pour nous prouver visuellement facilement que Vegeta n'en peut plus. Voilà, j'en dis pas plus. Sauf que ce qui va se passer dans le 128 par rapport à Vegeta, fallait que ça arrive maintenant. En même temps, je peux vous faire le même reproche pour Goku. Il n'arrête pas de récupérer à chaque fois. Le dépassement des limites c'est bien beau, ça a bon dos, mais au bout d'un moment tu ne peux plus y croire. Et ça, ces problèmes, ce manque de constance, je pense que c'est dû à une seule chose. C'est tout simplement que l'animé a de l'avance sur le manga, et que l'animé n'est pas réellement une adaptation du manga. Ce que je veux dire, c'est que les animés Dragon Ball et Dragon Ball Z, ce sont des adaptations des 42 tomes de Dragon Ball. Donc le manga est sorti avant, et l'Ato Animation s'est démerdé pour refaire exactement la même chose à l'écran. Mis à part les hors-séries, ce genre de choses, mais sinon on est sur le même délire.
Et là, c'est l'anime qui a de l'avance sur le manga, et le manga et l'anime se basent tous les deux sur des grandes lignes de scénario qui sont floues, dont on ne sait pas grand-chose de la part de Akira Toriyama. On sait que Toriyama est plus impliqué là-dedans qu'il ne l'était dans DBGT, c'est clair et net, mais il est loin de l'être autant qu'il a pu être pour DBZ, et forcément il y a des tas de scénaristes chaque semaine qui se succèdent dans ce fameux animé Dragon Ball Super, et ça c'est le cas dans tous les animés, peu importe qu'ils adaptent ou pas, mais le problème c'est que pour DBS, les scénaristes sont totalement livrés à eux-mêmes, et du coup ça veut dire qu'ils doivent créer beaucoup d'histoires, beaucoup de liens, parce que Toriyama leur a dit qu'il y a un point A et un point B, mais il ne leur a pas forcément dit comment on arrive du point A au point B, donc tout ce chemin les scénaristes doivent trouver comment le faire, et Toyotarou se livre au même exercice, mais c'est normal qu'il y a plus de constance dans le manga, parce que sur le manga il y a que Toyotarou. À la Toei Animation il y a des tas de scénaristes qui changent à chaque fois, et c'est normal, c'est un système d'équipe la Toei. Et beaucoup d'autres studios d'animation aussi. Sauf que quand tu n'as pas un grand patron, artistiquement parlant, je parle pas juste de production et d'argent, qui te dit quoi faire, eh bien, mis à part avoir les meilleurs scénaristes du monde, ce qui n'est pas le cas sur Dragon Ball Super, eh bien, tu as ces soucis. Le fait que tu as l'impression qu'il y a des faux raccords, tu vois, entre un épisode et un autre, ça ne se suit pas forcément, c'est à cause de ça, totalement. Donc oui, si Dragon Ball Super ou Dragon Ball revient un jour, il faudrait changer les choses à ce niveau-là. Peut-être demander à Toyotarou d'être beaucoup plus productif et de faire un chapitre par semaine, de passer le manga dans le Weekly Shonen Jump, mais ça me semble un petit peu difficile, mais pourquoi pas. Et là, je pense que l'on aurait un animé Dragon Ball digne de ce nom, vraiment. En tout cas, les devins sur la première moitié, voilà, c'est tout ce que j'en ai à vous dire. Alors bien sûr que les combats, le 3 contre 1 et tout ça, étaient absolument magnifiques. Jiren a encore été très puissant, mais on sent que Jiren, il est pas loin de ses limites, parce que déjà, il a été confirmé dans l'épisode. Et pour ceux qui me découvrent, je fais un rappel, je regarde mes épisodes Dragon Ball Super en payant mon abonnement, légalement, sur Crunchyroll USA. Tout simplement pour une bonne raison, pour avoir les traductions officielles. Il y a toujours des mecs en commentaire qui me disent « Ouais, c'est ridicule, pourquoi tu payes ?» Déjà, je paye pour supporter l'œuvre, pour apporter mon support, mon soutien financier, parce que si on ne paye pas, faut pas se plaindre que la série s'arrête ensuite. Et deuxièmement, je paye pour avoir des traductions officielles, parce que les traductions que vous chopez en français sur internet, ce sont des traductions amatrices. Qui dit amateur, dit que ce ne sont pas les sous-titres réels, et donc il peut se glisser certaines erreurs en intérieur. Et c'est tout à fait normal, ce sont des gens qui font ça par passion en France, qui font ça pour aider la communauté. Ils n'ont pas dit, nous on est parfait quoi que ce soit. Mais attention, je ne blâme pas les personnes qui prennent la version sous-titrée français, chacun ses moyens. Moi-même, je vous en ai parlé en vidéo, j'ai pas forcément beaucoup de sous, mais voilà, j'ai attribué une petite partie de mon budget pour payer ces épisodes-là et les voir. Et puis bon, ça fait partie de mon job de vous parler Dragon Ball Super, donc autant le faire bien en payant mes sous-titres officiels. Après, si vous n'avez pas du tout l'argent et que votre seul moyen d'accéder à Dragon Ball, c'est d'y accéder gratuitement, vaut mieux ça que de ne pas voir Dragon Ball, on est tout à fait d'accord, je ne remettrai jamais ça en cause. Et donc oui, ce que je voulais dire par ces sous-titres officiels, c'est qu'il a été dit clairement et nettement que le trio Vegeta nouvelle forme, qui est assez classe quand même, avec son aura, torse nu, machin, il n'a plus les gants et tout ça. Et petite chose intéressante, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a jamais vu Vegeta sans ses gants. Si, on l'a déjà vu par exemple dans DBZ, au moins une fois, quand Vegeta prenait sa douche. Je sais que c'est drôle, mais c'est vrai. Mais en tout cas, Vegeta comme ça, je le trouve super classe avec les reflets sur ses cheveux et tout. Le Goku, le C17 et tout ça qui tentent ce qu'ils peuvent, et bien que ça ne marche pas, eh bien on sent que ce Jiren commence pas à faire preuve de faiblesse, mais à montrer ses limites. J'ai envie de le dire. Alors sûrement qu'il en a encore sous le pied, je ne pense pas qu'il est totalement full power, mais le constat est que ces 3 gars-là de l'univers 7, eh bien, arrivent à occuper l'esprit de Jiren totalement. En même temps, j'ai envie de vous dire quand même, on a Goku, SCJ Blue, Kaioken, on ne sait pas trop fois combien, fois 10, fois 20, peu importe. On a Vegeta nouvelle forme, on a C17. Bon, C17 est pas censé être extrêmement fort, mais en tout cas, C17, voilà, il est plutôt pas mal. Les 3 attaquent de manière coordonnée et tout ça. Au bout d'un moment, c'était un petit peu logique qu'ils arrivent à créer quelques failles en lui. C'est pas comme si c'était Tenshin Han, Chaos et Yamcha qui se battaient contre Jiren, vous voyez ce que je veux dire? Donc beaucoup de scènes de combat épiques que je n'ai pas forcément besoin ou envie de commenter. Vos yeux vous en parlez d'eux-mêmes, c'était absolument magnifique, hein, l'uppercut là, en forme de vague de ki de la part de Jiren dans le Kamehameha et tout. Ça se passe de commentaires tout simplement. Jusqu'à arriver au moment où C17 justement fait naître la faille de Jiren, je viens de vous la donner, ils peuvent détourner suffisamment son attention, ils peuvent lui glisser quelques attaques surprises et tout ça. Et d'ailleurs C17 vient de tenter une première action un petit peu suicidaire, c'est-à-dire se faire exploser avec sa vague de ki qu'il sort de sa main et créer une petite blessure déchirure des vêtements de Jiren. Et en même temps C17 n'a pas arrêté de faire ressortir des points faibles de Jiren parce que déjà, bien le fait de l'attaquer ensemble, ça le détourne un petit peu, et aussi le prendre par l'aspect psychologique. Vous avez vu que quand il s'est pris cette attaque dans le dos, Jiren, il a pas aimé cette situation de mise en faiblesse ou quelque chose comme ça, et psychologiquement il a été déstabilisé, il était moins concentré dans son combat. Donc non, Jiren n'est pas un guerrier parfait. Le guerrier parfait, Goku ne l'a toujours pas affronté, c'est ça le truc. Et au passage, Beerus n'est pas un guerrier parfait non plus. Lui aussi se laisse beaucoup emporter par ses émotions,
il n'a pas de maîtrise totale du Migate no Gokui, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc oui, en deuxième moitié d'épisode, bien la tactique c'est quoi? C'est de profiter de ces failles-là. C'est Goku et Vegeta, dans des scènes super classe, hein, je pourrais utiliser n'importe laquelle des images de l'épisode pour vous en faire une miniature de ma vidéo, tellement c'est joli. Et donc voilà, le but c'est de laisser à C17 de profiter d'une faille. Bien sûr, Jiren est un petit peu comme Goku, ce qui a marché une fois ne marche généralement pas une deuxième fois, tu vois, c'est un petit peu le même délire. Et du coup, Jiren veut s'en prendre à C17 parce que, même si C17 n'est pas très très fort, il est quand même gênant. Tactiquement parlant, et pas que tactiquement, hein, sur beaucoup de points, C17 a été juste parfait. Ce qu'il manque à Dragon Ball, de manière générale, même si dans Dragon Ball Z ça s'améliorait, mais c'était pas trop ça. Mais ce qui manque surtout à Dragon Ball Super, eh bien, c'est que les guerriers montrent qu'ils ont des cerveaux et qu'ils savent s'en servir. Parce que être surpuissant et envoyer les coups de poing les plus forts de la Terre, c'est un délire qu'on a compris dans DBZ, c'est quelque chose qui nous fera toujours kiffer à vie, de voir des attaques surpuissantes. Mais il faut un petit peu utiliser sa tête, et C17 a été un exemple parfait, et le combat de C17 était loin d'être ennuyeux ou ennuyant, loin de là. Quand il a fait des tas de barrières la face à Jiren et que Jiren est passé outre les barrières, je vous rappelle qu'une seule des barrières de C17 a tenu tête quand même au monstre Anirasa, et je vous rappelle le nombre de guerriers qu'il a fallu pour tenir tête à Anirasa. Ça veut dire que Jiren a défoncé toutes ces barrières-là. Regardez par exemple cette image-là, Jiren est en train de maintenir la vague de ki de C17, pendant qu'il bloque avec son genou le coup de Goku, et de l'autre côté avec son bras, il maintient aussi Vegeta, c'est absolument énorme. Mais malgré tout, Jiren montrait ses limites, et c'est tout à fait normal aussi. Parce que je pense que si à partir de ce moment-là, Jiren ne montrait pas ses limites, bah déjà, je pense que l'Ultra Instinct de Goku ne servira à rien, parce que, sans parler de spoil, mais on est tous d'accord que l'Ultra Instinct de Goku n'est pas fini, et que l'Ultra Instinct de Goku reviendra. Mais si Jiren n'arrête pas de power-up et qu'il n'arrête pas de devenir de plus en plus fort, au bout d'un moment, même l'Ultra Instinct de Goku ne servira à rien. Donc il faut que cette progression s'arrête, ou ralentisse en tout cas de la part de Jiren pour nous faire comprendre que Goku aura ses chances tôt ou tard. Et puis regardez ce genre d'action quand Jiren est en plein milieu de vagues de ki de la part de C17, de Goku, de Vegeta et que ça ne lui fait rien qu'il les repousse avec son aura. À chaque fois il a montré de sa supériorité en termes de puissance brute, mais c'est juste que dans le vif de l'action, arriver à combattre contre les trois c'est quand même chaud. Et là il y a eu un passage de l'épisode que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, les devins, c'est l'action de Freezer. Freezer, on le sait qu'il est très calculateur et tout ça. Alors d'accord, c'est vrai que c'est quelqu'un de très rancunier qui ne supporte pas d'être vaincu, mais est-ce que c'était nécessaire de sa part de venir? Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de rester caché derrière un rocher que de faire la connerie qu'il a faite là? À la limite, j'aurais bien vu justement, eh bien Freezer observer la situation, se rendre compte que en 3 contre 1, Jiren commençait un tout petit peu à être débordé, eh bien pourquoi pas en profiter et faire du 4 contre 1? Lui balancer un putain de rayon de la mort dans le dos, là où C17 a pu l'avoir tout à l'heure, ça aurait marqué le coup, mais là, qu'est-ce qu'il a fait? On dirait qu'il faisait un caprice, une crise de colère ou je sais pas quoi. Alors d'accord, il y avait de la référence au passé, avec Freezer qui a crié « c'est moi qui dois te tuer », chose qu'il avait dit exactement à Goku à l'époque sur Namek. Mais voilà, la nostalgie n'a pas suffi à rendre le moment joli ou épique. Alors derrière, il y a eu un truc d'intéressant mais qui a été tout à fait inutile, c'est que Freezer dit « maintenant on s'en fout des règles », il passe en Golden, et Freezer fonce sur Jiren avec l'intention totale de le tuer. Mais encore une fois, c'était une action absolument totalement inutile et qui avait pour but de ridiculiser Freezer. Alors ça n'a aucun doute pour moi que ridiculiser Freezer maintenant, c'est pour nous le faire revenir encore pire et peut-être plus fort plus tard. Parce que je pense que Freezer a encore une grande action à mener dans ce tournoi du pouvoir. Sinon pourquoi, scénaristiquement parlant, je ne vous parle pas de commercial à la place de Boo? Du coup on nous ferait comprendre que Freezer a pris de grosses raclées dans le tournoi, et qu'il revienne de loin en tant que méchant perturbateur ou je sais pas quoi. Mais franchement, est-ce que cette scène était nécessaire? Non, il aurait pu rester étalé au sol, faire mine de rien quoi que ce soit, ça m'aurait pas dérangé, j'aurais préféré ne pas voir Freezer dans cet épisode-là plutôt que de voir ce qu'il a fait ici. Par contre, C17 montre encore une faille de Jiren et lui envoie une vague de ki sur lui en lui montrant « Regarde, je suis pas assez fort pour te battre, mais je peux te toucher quand, tu vois, quand je trouve la faille. » Et j'ai trouvé ça intéressant. Et là, les devins, on en arrive sur les plus grands moments de l'épisode, avec Vermood qui dit à C17 « Que feras-tu ? Que feras-tu une fois que tu gagnes le tournoi du pouvoir? Tu as les Super Dragon Ball. Qu'est-ce qui te permet, quelle est cette motivation qui te permet de t'opposer à Jiren pour avoir ton vœu ?» Et C17 lui répond d'une manière assez drôle qu'il veut un bateau. Et Vermood, il devient cinglé, le type, il se dit quoi? J'ai Jiren, il a un passé de fou, et C17, là, le gars en face, il se bat comme un héros, tout ça pour avoir un bateau. Alors bon, d'accord, il y a la survie de l'univers, mais vous m'avez compris, au niveau du vœu, les enjeux sont loin d'être les mêmes. Et donc il y a eu des phrases intéressantes à ce moment-là, même moi j'ai un souhait que je veux réaliser, et Vermood prend la parole. Alors déjà j'ai trouvé bizarre que ça ne soit pas Jiren qui l'explique, mais plutôt Vermood, un petit peu comme si Vermood voulait raconter l'histoire à sa manière, et Vermood dit une chose, et c'est pour ça que le vœu de Jiren n'a pas été révélé, il dit « Je vais t'expliquer pourquoi Jiren est obstiné par la puissance ». Alors si là, dans un commentaire, quelqu'un me dit que
je vais t'expliquer pourquoi Jiren est obstiné par la puissance. Ça veut dire que le vœu de Jiren a été révélé. Je me tape la tête contre un mur parce que là je comprends pas. Le vœu de Jiren n'a pas été révélé. On nous a expliqué pourquoi Jiren court autant après la puissance et veut développer sa puissance à ce point-là. Parce que tout simplement, quand Jiren était enfant, et c'est vrai en plus que c'est drôle, il est vraiment mignon, faut le dire, hein, je pense que des goodies de Jiren petit, il va s'en vendre à l'appel, eh bien Jiren a eu le choc de voir sa famille être tuée par un être maléfique. L'être maléfique, le voici, avec des yeux rouges, on voit que ses yeux, avec une forme qui est probablement humaine, mais en tout cas avec une aura violette qui l'entoure, une forme d'ombre. C'est vrai que ça rappelle énormément Goku Black, mais vous pouvez vraiment vous lever de la tête cette idée-là, ça n'est pas Goku Black. Après j'ai vu beaucoup de monde me dire oui c'est violet comme un Akaishin, alors peut-être que ça serait Vermoud. Je vois pas trop quel est l'intérêt de Vermoud de tuer sa famille, mais pourquoi pas. Mais après gardez bien en tête une chose, et rappelez-vous justement de Goku Black, il avait même une forme de monstre et tout. Rappelez-vous que l'auto-animation fait ça pour mettre en scène les choses. C'est juste pour faire beau, c'est pas forcément pour nous donner des indices sur qui est ce méchant. Mais bien sûr que j'espère que ce méchant-là qui a tué la famille de Jiren, eh bien c'est quelqu'un d'important dont on nous parlera. Mais le problème c'est que je me fais pas trop d'espoir, parce que là on est à l'épisode 127, et les gars, il nous reste que 4 épisodes pour clôturer Dragon Ball Super en fin mars. 4 épisodes pour clôturer le tournoi, pour clôturer l'histoire de Freezer, pour faire le vœu, que ça soit celui de Goku, que ça soit celui de Jiren ou peu importe, pour clôturer l'histoire sûrement sur la planète Terre de l'univers 7, peu importe, enfin on sait pas trop. Et si en plus dans l'histoire faut nous raconter qui est le mec qui a tué la famille de Jiren, ça fait encore plus d'histoire à clôturer. Donc j'ai peur que ça soit une histoire ouverte par l'auto-animation, qui ne sera pas forcément bien clôturée. Voilà, c'est une grosse crainte que j'ai, parce que 4 épisodes c'est chaud les gars. Peut-être que le manga lui viendra nous apporter beaucoup plus de précision sur qui est cet être maléfique qui a tué sa famille. Bien sûr que je ferai une vidéo sur ça, et sur le vœu de Jiren, parce que je le répète, mais le vœu de Jiren n'a pas été expliqué ni donné dans cet épisode 127, et j'espère que le vœu réel et concret de Jiren par contre nous sera donné d'ici la fin du tournoi. Je pense pas qu'on nous expliquera vraiment qui est ce méchant gars, et je serai agréablement surpris si c'est fait, mais le vœu, voilà, ça prend juste une phrase à dire. Goku qui lui dit, bon, alors c'est quoi ton vœu finalement par rapport à tout ça? Jiren lui dit, je veux faire ça, tu vois. Je pense que ça serait cool que ça soit fait, et ça limite la série nous le doit. J'aime pas dire que quelqu'un me doit quelque chose, mais là quand même oui, ils nous ont vendu le vœu de Jiren, faut nous le donner. Donc voilà, cette histoire de Jiren me fait penser à un mélange de ce qui a pu se faire avec Luke Skywalker, en plus la planète et tout ça, le fait d'être recueilli par Obi-Wan, ce gars-là qui a recueilli Jiren me fait beaucoup penser à Obi-Wan. Bien sûr, l'histoire de Superman, l'histoire un petit peu aussi de Batman, vous mixez tout ça, ça vous fait Jiren. Et bon, au final, Jiren n'a pas cessé de s'entraîner, il est devenu plus grand, il avait une tête assez drôle, là on aurait dit qu'il venait du ghetto américain, sauf que cet être maléfique est revenu, toujours avec cette aura violette et les yeux rougeâtres. Vraiment, il y a un truc de bizarre, et c'est pour ça que j'aimerais connaître l'identité de cet être maléfique, c'est déjà pourquoi il s'en est pris à sa famille spécialement, pourquoi est-ce qu'il a laissé Jiren en vie, alors que Jiren était tout petit, il aurait pu l'attraper et tout. Et en plus, Jiren s'est retapé contre cet être maléfique plusieurs fois, et le truc c'est qu'à aucun de ces moments-là, l'être maléfique n'a fait de mal vraiment à Jiren. Il a tué tout le monde, quasiment tous ses collègues, il en a laissé quelques-uns à peine en vie, et Jiren, durant toutes les confrontations avec lui, il ne l'a jamais fracassé, ne l'a jamais tué. C'est bizarre. Soit c'est un très très gros coup de chance, il faudrait qu'il joue un loto, mais sinon je comprends pas. Donc je me dis qu'il y a peut-être une histoire là-dessous, mais il faut pas en faire trop parce qu'il ne nous reste que 4 épisodes pour finir tout ça. Et donc l'histoire et la poursuite de l'histoire de Jiren, c'est que parmi les quelques survivants qu'il restait de ce groupe qui se sont fait tabasser par l'être maléfique, eh bien aucun n'a voulu rester avec Jiren pour s'entraîner et tout ça, et Jiren a estimé que les faibles ne pouvaient pas faire partie de sa vie, et Jiren a estimé qu'il devait tracer sa voie dans la force et que la force égale justice. Donc oui, Jiren est animé maintenant par la justice, mais il est aussi animé par la quête de la puissance parce qu'il trouve que c'est vraiment 2 gros synonymes. Et c'est aussi ça qui l'a rapproché des Pride Troopers. On ne nous dit pas si c'est Jiren qui a fondé les Pride Troopers, ou si c'est les Pride Troopers qui l'ont recruté, on ne sait pas vraiment. Et il y a eu beaucoup de mystère dans la manière dont ça a été raconté, parce qu'au moment où Vermoud a commencé, il a dit « Ah Jiren, tu es encore 3 petits points ». Et il n'a pas fini sa phrase et d'un coup il s'est mis à raconter. À la fin, on a senti que l'histoire était un petit peu bâclée, et il y a même Jiren qui a dit à Vermoud de se taire. On avait l'impression que Jiren lui-même ne voulait pas que toute l'histoire autour de son vœu soit révélée. C'est vraiment bizarre ce délire-là. On a l'impression que Vermoud sait beaucoup plus de choses qu'il n'en a dit, et forcément Jiren, lui, il sait tout, tu vois, mais qu'il ne veut pas le dire. À partir de là, C17 se fait sa propre conclusion du vœu de Jiren, mais en aucun cas le vœu de Jiren n'est révélé. C17 dit « Ah, alors c'est ça ton vœu, 3 petits points ». Voilà, pour moi, ça c'est pas un vœu qui est révélé, ça veut juste dire que C17 pense avoir compris quel est le vœu de Jiren.
Et après, C17 fera une phrase supplémentaire en disant « Penses-tu que, grâce au Super Dragon Ball, tu auras le pouvoir de tout faire revenir comme avant, d'annuler les effets du temps, etc. » Donc C17 pense que le vœu de Jiren est de ramener les choses comme elles pouvaient être à l'époque, sauf que vous avez bien entendu et vu comme moi la réponse de Jiren, il lui dit « ridicule ». Donc en gros, la solution et le vœu proposé par C17, Jiren dit que c'est ridicule. Donc non, ce n'est pas ça son vœu à Jiren, ce n'est pas de faire revenir les choses comme dans le passé. Le vœu de Jiren, c'est quelque chose d'autre. Ça fera l'objet sûrement d'une vidéo de ma part. Mais le vœu de Jiren, je sais pas moi, ça peut être de ramener le méchant devant lui, ça peut être de tuer le méchant qui a fait du mal, ça peut être tout simplement d'avoir une puissance infinie pour qu'il n'y ait plus jamais d'injustice. Voilà. Ça peut être des tas de choses, ça peut prendre des tas de formes. Pour le moment, on ne sait pas. Et celui qui s'amusera à vous dire en vidéo, en Twitter, en Facebook, en site ou je sais pas quoi, que le vœu de Jiren est ça, là aujourd'hui on est le 11 février 2018, eh bien, soit il se trompe, soit il vous ment. J'ai beaucoup aimé aussi la référence au passé, la petite phrase nostalgique quand C17 a dit à Jiren « Ah alors tu n'es pas juste une machine pour tuer, tu es aussi un bon être humain ». Et j'ai trouvé cette phrase assez drôle parce que la fois où C17 et C18 nous ont été introduits dans le manga Dragon Ball, on parlait d'eux comme des machines à tuer. Et au final, ils se sont révélés avoir chacun une belle humanité, parce que ce sont des êtres humains de base. Ensuite s'ensuit le combat C17 contre Jiren, et là beaucoup viendront crier au scandale sur les niveaux de puissance, et je vous donne totalement raison. C17 n'aurait jamais dû pouvoir tenir autant face à Jiren. Jiren aurait dû l'éliminer avec une claque. On est totalement d'accord. Mais je vais vous répondre par deux choses, parce qu'il faut essayer aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête des gars de la Toei. La Toei savait pertinemment que C17 allait se faire éliminer, alors je pense qu'ils nous ont fait un truc un petit peu comme la fin de Dragon Ball GT. Vous vous rappelez à la fin de Dragon Ball GT, il y avait Goku, il était en forme enfant, et il y avait Lee Shenron qui arrêtait pas de lui envoyer des vagues de ki sur son corps, et Goku enfant continuait de faire le Genkidama. Est-ce que vous trouvez logique que Goku enfant puisse tenir face aux vagues de ki de Lee Shenron? Absolument pas. Quel était l'intérêt de tout ça? Et même si Goku avait pactisé ou je sais pas quoi avec Shenron, ça ne passe pas. Mais pourtant, la scène de fin de Dragon Ball GT était absolument réussie. Pourquoi? Parce qu'en termes de mise en scène, c'était absolument parfait. Ça prouvait de l'état d'esprit de Goku, de jusqu'où il était prêt à aller pour se dépasser, parce que la fin de Dragon Ball GT, c'est un dépassement des limites aussi. C'est une volonté de survivre, pas forcément une survie de l'univers, mais voilà, faire survivre la Terre au moins, coûte que coûte, peu importe le prix. Et là, c'est exactement pareil pour C17. C17, là, si le tournoi du pouvoir était fini, il serait claqué, il serait allongé par terre, il ne pourrait plus bouger. Mais c'est à la force de l'esprit qu'il fait tout ça, et en se mettant en tête qu'il faut oublier les douleurs physiques, il faut surpasser tout ça, parce qu'il sait qu'il va se sacrifier très bientôt, il le sait depuis le début. Depuis le moment où il a pris la place de Vegeta qui allait se prendre un gros coup de Jiren en début d'épisode, C17 savait qu'il allait se sacrifier. Donc il outrepasse les douleurs liées au corps et tout ça, il joue tout sur le mental, parce que son corps n'est devenu plus que l'objet justement de son sacrifice et de la survie de l'univers. Voilà comment il fallait comprendre l'épisode, et il faut pas prendre ça comme un débat de puissance pure ou comme un combat vraiment au sens du terme. Et je suis sûr que dans l'épisode prochain, le 128, ça sera Vegeta qui va nous faire à peu près le même délire, qui va tenir à la force du mental face à Jiren. C'est bizarre, c'est vrai que quand normalement tu es claqué physiquement, tu es claqué, mais j'arrive à le comprendre. On est dans un animé, dans un shonen neketsu, des héros qui se battent à la force du mental, c'est pas la première fois qu'on en a vu. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être choqué pour ça. Et puis de toute façon, il y en aura toujours pour se plaindre. Si C17 n'avait pas été mis en avant et qu'il se sacrifiait après, les gens auraient dit « Oui, mais c'est mal écrit, il fallait le mettre en avant pour avoir un meilleur impact sur sa mort. » Vous voyez, dans tous les cas, il y aura quelqu'un pour se plaindre. Donc au bout d'un moment, on va un petit peu apprécier ce qui se passe. Il y a quand même de jolis efforts qui ont été faits. Faire des critiques, j'en fais tout le temps, quasiment tous les jours dans toutes mes vidéos. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir se calmer. Rien n'est parfait en ce monde, mais moi je recherche pas la perfection, je recherche quelque chose d'agréable. Et c'était très agréable la manière dont ça a été fait, dont ça a été montré, dont ça a été réalisé. J'en demande pas plus à Dragon Ball Super, hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, tu fais trop de critiques à la série ». Franchement, si vous me trouvez méchant envers Dragon Ball Super, c'est que vous me connaissez pas bien. Et si vous me trouvez gentil envers Dragon Ball Super, c'est que vous me connaissez pas bien non plus. Je suis juste réaliste et je suis juste moi-même. Donc au final, on en arrive à la phrase qui justifie le titre de ma vidéo. C17, ce héros, parce que là, voilà, c'est aussi la phase finale pour C17. Goku et Vegeta, comme par hasard, sont à terre. Ils n'arrêtent pas de se relever toutes les 30 secondes, mais là, comme par magie, ils n'en peuvent plus. Encore une fois, dans un seul but, de favoriser la réalisation et d'avoir un avancement dans le scénario, avec le sacrifice de C17. J'ai beaucoup aimé. On aurait pu en faire un petit peu plus, mais voilà, le relationnel C18-C17, on aurait pu voir un petit peu plus de drama. Franchement, on aurait pu. Mais voilà, c'est pas un énorme reproche que je fais à ça. C17 qui a été juste parfait, et en plus la Toei a pensé à faire ce que je vous ai dit dans ma revue du futur, c'est-à-dire C17 qui a placé des barrières sur Goku et Vegeta. Plusieurs barrières, parce qu'il savait qu'une seule barrière ne tiendrait pas. Il a regardé vers Freezer, et il a vu que Freezer était assez éloigné, donc il n'avait pas besoin de lui foutre une barrière dessus.
Donc non, Freezer n'est pas éliminé, pour ceux qui se poseraient la question, vous avez vu qu'à la fin, il n'est pas téléporté dans les gradins. Freezer reviendra encore au moins une fois. C17 fait tout ça pour que Goku et Vegeta puissent se reposer dans ce tournoi du pouvoir, ça ne nous étonne plus. 30 secondes suffisent à se reposer, c'est du n'importe quoi, mais voilà, je vous en parlais en début de review, je vais pas me répéter 25 fois. C17 a combattu en tant que héros, et il est parti en tant que héros. Le gars qui avait un des vœux les plus ridicules du tournoi, avoir un bateau, etc., est celui qui a été le plus héroïque pour la survie de l'univers 7, et je trouve que ça c'est très joli. C17 est la grosse surprise du tournoi du pouvoir. Vegeta est une belle surprise aussi, parce que Vegeta, on a l'habitude de le voir se faire défoncer lamentablement à chaque fois. Là, Vegeta a énormément brillé. On se doute bien que Vegeta ne fera pas long feu dans les prochains épisodes, mais Vegeta a rempli sa part du travail. J'en suis très content et très fier de Vegeta aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Et ça a été dit dans les sous-titres officiels, C17 n'a pas fait péter la bombe qu'il y a en lui. La bombe qu'il y a en lui, Krillin l'a déjà fait enlever grâce à Shenron à la fin de l'arc Cell. Ça a été dit dans le manga Dragon Ball, ça a été dit dans l'anime Dragon Ball Z, dans l'anime Dragon Ball Kai, et ça a été dit récemment dans le manga Dragon Ball Super. Donc non, ce n'est pas la bombe de C17 qui a explosé, c'est tout simplement C17 qui a fait un petit peu un truc à la Vegeta. Vous voyez Vegeta là, quand il s'est fait exploser contre Toppo, enfin quand il a relâché son ki sous forme d'explosion et tout ça, eh bien C17 a fait la même chose. Il a contenu la vague de ki de Jiren grâce à son propre ki, et il l'a fait exploser sur place. Comme ça, la vague de ki n'a pas foncé droit sur Goku et Vegeta. Ils ont eu par contre l'explosion sur leur gueule, mais bon, on peut pas tout avoir. Et C17, lui, il a eu l'explosion à bout portant. Donc il a été complètement désintégré. Il se sacrifie dans une phrase assez cool en disant « Vous devrez me remercier que j'abandonne le bateau ». Et C17 n'est plus. On a une mort, une désintégration dans le tournoi du pouvoir. Et bon, derrière ça fera grincer des dents, mais le Daishinkan confirme que Jiren n'a rien fait de mal. C'est très discutable, hein. Vraiment c'est très discutable. Mais en gros, ce qui est dit, c'est que c'est C17 qui a décidé de s'autodétruire avec justement la vague de ki de Jiren pour emporter la vague de ki de Jiren, et donc C17 s'est tué volontairement. Ce qu'a voulu dire maladroitement le Daishinkan, c'est que c'est pas la vague de ki de Jiren qui a touché C17 et qui l'a désintégré. C'est l'explosion générée par C17 qui a fait que C17 est mort. Donc c'est un petit peu volontaire, vous voyez. Et ce qui est sous-entendu par le Daishinkan, c'est que si Jiren avait poursuivi sa vague de ki et qu'elle avait touché son but, quoi, eh bien Goku, Vegeta et C17 auraient été éliminés et C17 n'aurait pas été mort. C'est pour ça que Jiren n'obtient pas de pénalité. Et bon, on se doutait bien que Jiren n'allait pas perdre le tournoi du pouvoir sur une action aussi bête que ça, donc ça ne m'étonne pas que le Daishinkan ne fasse aucune pénalité. C'est bizarre, mais ça ne m'étonne pas. Du coup, les devants, l'épisode se termine sur ça, avec la promesse d'un Vegeta contre Jiren car Goku est totalement au sol. On s'attend bien sûr à ce que ça soit les derniers moments de Vegeta dans le tournoi du pouvoir. Sûrement qu'il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé dans l'épisode, il y en a tellement des choses à dire, mais je pense que ça fera l'objet de vidéos séparées, comme par exemple le vœu de Jiren ou ce genre de choses, le méchant qui a tué la famille de Jiren et tout ça. Et je pense qu'il y a des choses aussi que je n'ai pas dit sur Goku, Vegeta ou C17. Il y en avait tellement des choses qui se sont passées, même si la première moitié de l'épisode était pauvre et vide. Mais en tout cas, pour moi, c'était un très très bon épisode, marquant, forcément, la perte de C17. Certains diront que c'est enfin une mort dans Dragon Ball Super, mais des morts dans Dragon Ball Super, il y en a eu. Eh bien, Mirai Bulma, la mère de Mirai Trunks, moi ça m'avait énormément impacté. Sans compter le fait qu'au final toute la timeline de Trunks du futur a pété, ce qui a donné une fin tragique à l'arc Zamasu. Donc oui, des morts, et sans compter là les destructions de Zeno et tout, donc oui, des morts dans DBS, il y en a des tas et des tas. Il y a plus eu de morts dans DBS que dans DBZ, étant donné qu'il y a des univers entiers qui se font péter, c'est des milliards de vies qui partent dans DBS. Donc très très bon épisode, vraiment très 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 bon. Pas excellent parce que sa première moitié ne me permet pas de dire que l'épisode était excellent. Un épisode en tout cas qui fout une grosse hype pour la suite des événements. Malheureusement, les événements ne vont pas continuer longtemps parce qu'il ne reste que 4 épisodes, il ne reste que 3 minutes dans le tournoi du pouvoir. On peut penser que le tournoi du pouvoir se terminera en épisode 130 et que le 131 fera une espèce de transition-conclusion sur quelque chose. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et j'espère bien sûr pouvoir vous retrouver très nombreux sur les j'aime, les likes. C'est super important, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça m'a permis par exemple de passer en tendance, ce qui est juste énorme, et je vous en remercie encore une fois. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.